Le deep dive d'aujourd'hui commence par un scénario qu'on redoute un peu tous. Il est, disons mardi soir, le téléphone sonne. Le numéro qui s'affiche, c'est celui de votre banque. Une voix très professionnelle, très calme, vous annonce une fraude sur votre compte. C'est là que tout commence. C'est une arnaque redoutable, le spoofing bancaire. Notre mission, c'est de décortiquer ce mécanisme pour ne jamais en devenir la victime. Et pour commencer, ce qui est assez surprenant, c'est que l'arnaque ne vise pas tant la technologie de la banque, n'est-ce pas ? Exactement. Et c'est ça qui est fascinant ici. En fait, les escrocs, ils ne piratent pas la banque, ils piratent le cerveau de la victime. Ah oui. C'est une combinaison de technologie assez simple et de manipulation psychologique vraiment intense. Le but, c'est que la personne leur donne elle-même les clés du coffre. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Sophie. Un cas documenté. Elle a perdu 4 500 € en 15 minutes. 15 minutes, c'est terrible. Elle pensait être prudente, mais voilà. L'escroc se fait passer pour un conseiller, il l'appelle avec le vrai numéro de la banque, il a déjà quelques infos sur elle, sûrement via une fuite de données, on imagine. Oui, probablement. Et il lui demande de valider des notifications sur son application pour, soi-disant, annuler des paiements frauduleux. Dans la panique, elle s'exécute. Et c'est là que le piège se referme. C'est le cœur du système. Elle pense annuler une opération, mais en réalité, chaque validation qu'elle fait, Elle autorise un paiement. elle autorise un virement de son compte vers celui de l'escroc. C'est terrible. La technologie derrière ça, c'est ce qu'on appelle l'usurpation de numéros ou caller ID spoofing. C'est ça qui est fou. Comment ça marche concrètement ? Avec des logiciels de téléphonie par Internet, la VoIP, n'importe qui peut en fait choisir le numéro qui va s'afficher sur le téléphone de son correspondant. C'est d'une simplicité assez déconcertante. D'accord. Donc la tactique repose vraiment sur deux piliers. La confiance, qui est immédiate grâce au numéro connu, et puis la peur de perdre son argent. C'est un cocktail psychologique très, très puissant. L'escroc parle vite, il emploie un jargon un peu technique pour submerger la victime, l'empêcher de réfléchir. Il sature le cerveau en quelque sorte. Tout à fait. Le cerveau passe en mode panique et du coup, il obéit. Justement, pour éviter ce mode panique, il doit y avoir des signaux d'alerte, des phrases qui doivent nous faire réagir immédiatement. Ah oui. Il y en a une qui ne trompe jamais. Si un prétendu conseiller vous dit « Validez cette notification pour annuler l'opération », c'est un mensonge. C'est un mensonge absolu. Pourquoi ? Parce qu'une validation sur une application bancaire, ça sert toujours à autoriser quelque chose. Un paiement, un virement, l'ajout d'un bénéficiaire. Jamais, au grand jamais, à annuler. C'est un point clé. Et il y a d'autres phrases types, non ? Comme « je ne peux pas raccrocher » ou cette histoire de « compte technique sécurisé ». Absolument. Nous devons rester en ligne. Il faut transférer vos fonds sur un compte de secours. Tout ça, c'est du théâtre pour maintenir la pression et l'urgence. D'accord. La seule chose à faire, la règle d'or, c'est le doute systématique. Si la banque appelle pour une fraude, on écoute, mais on ne fait rien. On raccroche et ensuite on rappelle soi-même le numéro officiel, celui qui est au dos de la carte bancaire, pas celui qui vient d'appeler. Et si le mal est fait, si malgré tout on est tombé dans le panneau ? Alors là, la vitesse est cruciale. Il faut faire opposition immédiatement, sur la carte, sur le compte, puis signaler la fraude sur la plateforme du gouvernement, Perceval, et bien sûr porter plainte à la police ou la gendarmerie. C'est essentiel pour le dossier. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a une chance de revoir son argent ? C'est là que ça se complique. La loi peut protéger la victime, sauf si la banque arrive à prouver une négligence grave. Et le fait de valider, c'est considéré comme une négligence grave ? Ça peut l'être, mais, et c'est important, la justice commence de plus en plus à reconnaître que la manipulation psychologique, l'état de stress, est une circonstance atténuante. Ce n'est donc pas une bataille perdue d'avance. Donc, si on résume, le spoofing nous apprend une chose assez brutale, nos écrans peuvent mentir. La meilleure protection, ce n'est pas un logiciel, c'est notre propre esprit critique. Précisément. Et ça nous connecte à une image un peu plus large. À l'ère numérique, la vigilance est vraiment notre premier rempart. Ça nous force à changer une habitude. C'est-à-dire ? On a été habitué à faire confiance à ce qui s'affiche sur un écran. Le spoofing, il brise ce contrat de confiance de base. On doit passer d'une confiance passive à une vérification active. Et on laisse notre auditeur avec une pensée. Cette arnaque, elle n'exploite pas seulement une faille technologique. Elle exploite une faille dans notre confiance envers les institutions et même envers nos outils de communication.
Et ça soulève une question importante. Comment est-ce qu'on réapprend à vérifier l'information dans un monde où même l'identité d'un appel peut être une pure illusion?